Trahison, grossesse et secrets de famille. Mon monde s'est effondré lorsque j'ai découvert la vérité. Mon fiancé avait mis une collègue enceinte, mais le plus grand choc a été de réaliser que mon propre frère était au courant de tout. Entre larmes et confrontations, j'ai dévoilé une toile de mensonges qui a changé ma vie à jamais. Un parcours de douleur, de pardon et de nouveaux départs qui touchera votre cœur. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez, d'où vous regardez cette histoire qui pourrait être la vôtre. C'est un samedi après-midi pluvieux que tout s'est écroulé. Moi, Hélène, professeure d'université de 35 ans, dévouée et méticuleuse, était en train d'organiser notre appartement pour accueillir mon fiancé depuis 6 ans avec un dîner spécial. J'ai trouvé une enveloppe contenant des examens, d'échographie tombée de sa veste. Le nom sur l'étiquette n'était pas le mien, mais celui de sa collègue de travail. La date indiquait une grossesse de 3 mois. Le choc a été immédiat, comme un seau d'eau glacée. Mon monde, soigneusement planifié, s'est désintégré en quelques secondes. En le confrontant ce soir-là, il a avoué en larmes. Une liaison de 6 mois avec sa collègue du cabinet comptable. Il a dit qu'il ne savait pas comment rompre avec moi, qu'il m'aimait toujours. Alors que ces paroles résonnaient dans l'appartement, j'ai remarqué son téléphone portable vibrer constamment. Des messages de mon frère, mon confident, lui demandant s'il avait déjà tout raconté. Le deuxième choc est arrivé. Mon propre frère était au courant de la trahison depuis des mois et avait décidé de protéger son ami au lieu de sa sœur. Ceci est l'histoire d'une année turbulente, où chaque certitude que j'avais sur l'amour, la loyauté et la famille a été remise en question et reconstruite. Je suis une femme de routine, qui planifie méticuleusement chaque aspect de sa vie, loyale jusqu'au bout et ayant du mal à demander de l'aide même dans les moments les plus difficiles. Mon conflit interne le plus profond se situe entre le besoin de garder le contrôle sur ma vie et l'acceptation que certaines choses nous échappent tout simplement. Le premier mois après la découverte, sortir du lit chaque jour me semblait une tâche herculéenne. Je me réveillais les yeux gonflés d'avoir tant pleuré pendant la nuit, fixais le plafond blanc pendant de longues minutes avant de réussir à rassembler mes forces pour poser les pieds par terre. Tout me faisait mal. Le corps, l'âme, les souvenirs. La routine qui m'apportait autrefois la sécurité me semblait maintenant un cruel rappel de tout ce que j'avais perdu. Me brosser les dents, prendre une douche, m'habiller. Chaque acte quotidien exigeait une énergie que je n'étais pas sûre de posséder. L'immeuble où nous vivions, au cœur de Lyon, avait des yeux partout. Un immeuble de standing où tout, le monde se connaissait depuis des années, où les fêtes d'anniversaire étaient des événements communautaires et où les commérages couraient plus vite que l'eau de pluie sur les trottoirs pentus du quartier de la Croix-Rousse. Des voisines qui faisaient partie de groupes de prière de la paroisse locale ont commencé à apporter des gâteaux et à demander pourquoi mon fiancé n'était plus là. Il est en voyage d'affaires, mentais-je, avec un sourire aussi faux que sa fidélité. La culture lyonnaise, avec son sens de la communauté proche mais aussi avec sa réserve caractéristique, a rendu le processus encore plus compliqué. Lors d'événements traditionnels comme le barbecue mensuel de l'immeuble, chaque absence, la mienne ou la sienne, était remarquée et commentée comme s'il s'agissait d'un événement digne des pages mondaines du journal local. Vous savez, ma chère, un homme aussi beau et travailleur, ça ne court plus les rues de nos jours. Quand est-ce qu'il revient de ce voyage ? Demandait Madame Juliette, 78 ans, en me servant une autre part de gâteau à l'orange que je n'avais pas demandé. J'ai avalé le gâteau avec mes larmes et j'ai répondu « Peut-être plus jamais, Madame Juliette. J'ai découvert que ces bagages étaient de plus lourds qu'ils n'y paraissaient. Les nuits étaient les pires. Notre appartement, autrefois un refuge, douillet, s'était transformé en un musée de souvenirs indésirables. Le canapé où nous regardions des séries enlacées le dimanche. La cuisine où il préparait ce risotto aux crevettes, qui était mon plat préféré lors des occasions spéciales. Le balcon où nous prenions notre café en observant le coucher de soleil sur le Rhône. Chaque coin gardait un souvenir. Chaque objet racontait une histoire qui me semblait maintenant un mensonge élaboré. Le silence était assourdissant. Avant, il y avait toujours de la musique, le son de la télévision, nos conversations sur la journée. Maintenant, seulement le bruit lointain de la ville et mes propres pensées tourmentées. J'ai commencé à laisser la télévision allumée tout le temps, même sans la regarder, juste pour combler le vide sonore que son absence avait laissé. Parfois, je me réveillais au milieu de la nuit en croyant avoir entendu ses clés dans la porte, ce tintement caractéristique suivi du bruit de la serrure, juste pour me rappeler que ce son ne faisait plus partie
de ma routine. Dans ces moments-là, j'embrassais son oreiller, qui gardait encore son odeur, et je me permettais de pleurer jusqu'à me rendormir. Le lendemain matin, honteuse de ma faiblesse, je lavais la tête d'oreiller, comme si je pouvais laver aussi les souvenirs. J'ai découvert que ma meilleure amie était également au courant de l'affaire, mais elle a choisi le silence pour ne pas me blesser, selon elle. La trahison semblait maintenant venir de tous les côtés. Je ne voulais pas être la messagère de la mauvaise nouvelle, s'est justifiée Marianne, après 3 semaines sans répondre à mes appels. Il aurait été plus facile que tu le sois, ai-je répondu avec une froideur que je ne me reconnaissais pas. Pour empirer les choses, mon ex-fiancé et sa nouvelle famille ont emménagé dans un appartement dans le même quartier, rendant les rencontres inattendues au supermarché ou à la pharmacie inévitables. Le 2e mois, la réalité a commencé à s'imposer avec plus de force. La douleur émotionnelle a commencé à partager l'espace avec des préoccupations pratiques qui ne pouvaient plus être reportées. Il était nécessaire de réorganiser les finances, de changer le nom sur le contrat de location, de diviser les biens acquis ensemble. Notre compte joint à la banque devait être clôturé, l'assurance maladie familiale annulée, l'assurance de la voiture transférée, l'abonnement à Netflix, à Spotify, même l'abonnement à la salle de sport, tout était entrelacé, comme si le système bureaucratique du monde conspirait pour nous maintenir ensemble à travers des papiers et des contrats. J'ai fait un tableur détaillé de tout ce qui devait être modifié ou annulé, avec les dates, les montants et les procédures. Ma nature méthodique a trouvé un étrange réconfort dans ce travail. C'était quelque chose de concret sur lequel se concentrer, quelque chose qui pouvait être résolu avec des appels, des emails et des visites chez le notaire. Chaque document, signé, chaque bien emballé dans des cartons était comme de petites funérailles pour les rêves que nous avions construits, mais représentait aussi un pas vers ma nouvelle réalité. Le partage des biens a été étonnamment civilisé. Édouard est apparu un dimanche pluvieux, sachant que je serais chez mes parents. Il a laissé une liste détaillée de ce qu'il avait emporté et de ce qu'il considérait comme mien. À côté de chaque article contestable, il a écrit « Nous, pouvons en parler ». Le geste, bien que pratique, portait une délicatesse qui m'a prise au dépourvu. J'ai passé l'après-midi à classer les articles en « le sien », « le mien » et « le nôtre » avec une objectivité clinique qui m'a effrayée. La partie pratique, ironiquement, a été la plus facile. La bureaucratie ne demande pas si votre cœur est brisé. Elle exige seulement des signatures et des documents en ordre. Les formulaires n'ont pas de champ pour motif de la séparation, trahison avec grossesse. Les téléconseillers ne se soucient pas de votre voix étranglée lorsque vous appelez pour annuler l'assurance familiale. Le monde continue de tourner, implacable, exigeant que vous suiviez son rythme. Ma responsable du département de littérature, comparée de l'université, a remarqué mon état et m'a proposé un congé. « Hélène, tu ne vas pas bien. Personne ne s'attendrait à ce que tu ailles bien. Prends du temps pour toi », a insisté la professeure Bérénice, avec ses lunettes à monture écaille et son accent prononcé des descendants d'Allemands de l'intérieur de la région. J'ai refusé avec une conviction qui nous a surprises toutes les deux. Le travail était le seul endroit où je me reconnaissais encore, où mon identité n'était pas liée à la fiancée de ou la sœur de. J'étais la professeure Dre Hélène à Zambuja, spécialiste de la littérature latino-américaine contemporaine, et non la femme trompée, la sœur abandonnée, la fille que tout le monde pensait devoir protéger. La salle de classe est devenue mon refuge. Lorsque je discutais des nuances du réalisme magique de Garcia Marquez ou des couches de signification des métaphores de Clarice Lispector, le trou dans ma poitrine me semblait moins profond. Les étudiants, pour la plupart inconscients de ma situation personnelle, me traitaient avec le même mélange de respect et de camaraderie habituelle. Leurs questions, leurs intuitions, la lueur dans leurs yeux lorsqu'ils comprenaient un concept particulièrement complexe, tout cela manquerait dans le présent. Entre les cours sur Machado de Assis et Virginia Woolf, je réussissais à respirer pendant quelques heures. Je plongeais dans les vies fictives des personnages, dans leurs dilemmes moraux, dans leurs choix impossibles. Dom Casmurro me semblait maintenant un compagnon d'infortune, obsédé par une trahison qui n'avait peut-être jamais eu lieu. Mrs. Dalloway et sa vie d'apparence sociale parfaite, cachant des turbulences internes, résonnaient comme jamais auparavant. Les personnages fictifs sont devenus plus réels et plus fiables que les gens autour de moi. Ils ne mentaient pas. Même lorsqu'ils étaient des narrateurs peu fiables, leur propre manque de fiabilité était honnête dans leur construction.
Il ne trahissait pas ma confiance. Il ne simulait pas la loyauté tout en conspirant dans mon dos. La littérature, qui avait toujours été ma passion, s'est transformée en thérapie. Les nuits les plus difficiles, je relisais des passages de mes livres préférés, comme on cherche conseil auprès de vieux amis. Le 3e mois, alors que je commençais enfin à respirer à nouveau, ma mère a été diagnostiquée d'un cancer du sein, qui nécessitait des soins constants. Ironiquement, mon frère, celui-là même qui avait caché la trahison, a suggéré que nous retournions vivre dans la maison familiale pour prendre soin d'elle, nous forçant à une cohabitation quotidienne. « C'est le mieux pour maman », a-t-il argumenté, comme s'il s'était soudainement transformé en fils exemplaire. « Et depuis quand te soucies-tu de ce qui est le mieux pour quelqu'un d'autre que toi-même » ai-je demandé, mais j'ai fini par accepter. Pour elle, pas pour lui. La maison de mon enfance dans le quartier de la Croix-Rousse, avec son jardin, d'hortensias bleues et sa vue sur le Rhône, me semblait maintenant un champ de mine émotionnel. Chaque dîner silencieux, chaque tentative forcée de normalité, était un exercice d'autocontrôle. Mon frère, Philippe, essayait d'entamer des conversations comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait pas conspiré contre mon bonheur, avec celui en qui j'avais le plus confiance. C'est pendant cette période de tension que j'ai découvert, grâce à une remarque désinvolte de ma mère, que mon ex-fiancé avait demandé la bénédiction de mon père pour me demander en mariage seulement 2 semaines avant que je ne découvre sa trahison. Il est venu ici tout excité. Il m'a même montré la bague qu'il avait choisie, a raconté maman pendant que nous faisions son pansement. La bague que je n'ai jamais vue, la demande qui n'est jamais venue, la vie qui n'existerait jamais. Les séances de chimiothérapie de ma mère sont devenues un étrange refuge. À l'hôpital, parmi des personnes luttant contre des maladies bien plus graves que des déceptions amoureuses, j'ai pris du recul. « Tu sais, ma fille, » a dit maman, après une séance particulièrement difficile, « la pire douleur n'est pas celle que nous ressentons, mais celle que nous causons aux autres sans nous en rendre compte. » Je n'ai pas su dire si elle parlait de mon frère, de mon ex, ou si c'était juste l'effet de la morphine. À la maison, la tension grandissait. Philippe évitait de rester seul avec moi. Mais un soir, pendant que maman dormait sous l'effet des médicaments, je l'ai confronté dans la vieille cuisine avec sa cuisinière à bois que personne n'utilisait plus. « Pourquoi ?» ai-je simplement demandé. Il a fixé la tasse de thé dans ses mains, comme si la réponse s'y trouvait. « Je pensais que tu le découvrirais de toute façon. J'ai pensé qu'il valait mieux que ça vienne de lui. Et quand ça n'est pas arrivé ? Quand tu as réalisé qu'il n'avait pas le courage ?» ai-je insisté. Philippe a soupiré profondément. Alors, je me suis retrouvé pris entre la loyauté envers un ami et l'amour pour ma sœur. J'ai ri, un rire sec et sans humour. « Et tu as choisi l'ami ?» Ce n'était pas une question. Le 4e mois a apporté le printemps à Lyon, mais la floraison des cerisiers au parc de la Tête d'Or contrastait avec l'hiver persistant à l'intérieur de moi. Les douleurs physiques de ma mère ont diminué, mais les douleurs émotionnelles entre nous n'ont fait qu'augmenter. Mon père, homme de peu de mots et de beaucoup d'actions, observait tout avec des yeux inquiets. Un jour, en me voyant pleurer, seul sur le balcon, il s'est assis à côté de moi et, sans rien dire, il a pris ma main. Nous sommes restés ainsi pendant près d'1 heure, en silence. Ce fut le geste le plus réconfortant que j'ai reçu depuis des mois. Au milieu de l'année, alors que le froid lyonnais s'intensifiait, j'ai découvert que la grossesse de la collègue était à risque et que mon ex-fiancé rencontrait de sérieuses difficultés financières et émotionnelles. Je l'ai appris par hasard, en rencontrant ma tante Yvonne, infirmière en chef à l'hôpital de la Croix-Rousse. « Ton ex-fiancé est venu hier. Il ressemblait à un fantôme tellement il était abattu. » a-t-elle commenté en arrosant les bégonias du jardin de ma mère. La jeune femme fait de la prééclampsie. C'est très grave. Malgré mon chagrin, je me suis retrouvée à proposer de l'aide par le biais de contacts à l'hôpital où travaillait tante Yvonne. Ce geste a ouvert la voie à une conversation honnête entre nous pour la première fois. Nous nous sommes rencontrés au café de l'hôpital, un territoire neutre et suffisamment public pour éviter les scènes. Édouard était méconnaissable. Cerne profond, barbe de plusieurs jours, sa posture toujours impeccable maintenant courbée par le poids des conséquences. « Je ne m'attendais pas à ça de ta part », a-t-il dit en fixant son café noir intact. « Moi non plus. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. » ai-je répondu, me surprenant moi-même par l'absence de rancune dans ma voix. Nous avons parlé de tout. De comment il s'était impliqué avec Amandine lors d'un voyage de travail à Annecy, de comment il nous avait menti à toutes les deux,
de comment la peur de me perdre l'avait paralysée jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La collègue, que je n'avais jamais rencontrée personnellement, a pris contact pour me remercier, révélant que mon ex lui avait également menti, en lui disant que notre relation était déjà terminée lorsqu'ils avaient commencé leur liaison. Je n'ai découvert la vérité que lorsque j'ai vu la date de votre dernière publication ensemble sur les réseaux sociaux, a-t-elle écrit dans un message direct que j'ai lu et relu des dizaines de fois avant de répondre. Nous avons toutes les deux été trompées, alors. Ai-je finalement répondu? J'espère que votre bébé naîtra en bonne santé. Le 5e mois a été celui de la reconstruction, brique par brique, comme on relève une maison après un incendie dévastateur. J'ai loué un petit appartement près de l'université, un espace rien qu'à moi, sans fantômes, sans souvenirs partagés. La première nuit a été étrange. Le matelas neuf, l'odeur de peinture fraîche, l'acoustique différente. Je me suis assise au milieu du salon vide, entourée de cartons encore fermés, et j'ai pleuré. Pas de tristesse cette fois, mais de soulagement. Là, personne ne me regarderait avec pitié. Personne ne sonnerait pour apporter un gâteau et soutirer des détails sordides déguisés en inquiétude. J'ai repris la salle de sport que j'avais abandonnée lorsque la relation a commencé à occuper tout mon temps libre. J'ai redécouvert le plaisir de l'épuisement physique, de l'endorphine libérée après une course intense, de la concentration absolue nécessaire pendant les cours de pilates. Mon corps, qui pendant des mois n'avait semblé qu'un véhicule pour ma douleur, est redevenu une source de plaisir et de fierté. J'ai commencé à fréquenter un groupe de soutien pour femmes en transition de vie, recommandé par la psychologue que j'ai finalement accepté de consulter. Les mardis, dans une cave d'église du Vieux-Lyon, nous partagions des histoires, des larmes et parfois des rires. Il y avait la banquière fraîchement divorcée après avoir découvert que son mari menait une double vie dans une autre ville, la médecin qui avait abandonné une carrière prometteuse pour s'occuper de son père malade et qui, maintenant à 50 ans, tentait de recommencer. La jeune veuve avec 2 jeunes enfants. Des histoires différentes, des douleurs similaires, la même quête de reconstruction. Notre société apprend aux femmes à être épouses, mères, soignantes, mais n'enseigne pas quoi faire lorsque ces rôles sont brusquement supprimés, a déclaré l'animatrice du groupe lors d'une des séances. Ces paroles ont touché quelque chose de profond en moi. J'avais construit une si grande partie de mon identité autour de ma relation avec Édouard que, lorsqu'il a disparu, je me suis temporairement retrouvée sans savoir qui j'étais. Naretas, tradition lyonnaise, qui m'apportait autrefois du réconfort, sont devenues un défi. La région lyonnaise, avec sa fierté régionale, ses danses typiques, ses coutumes enracinées, me semblait maintenant un champ de mine sociale. Comment participer aux fêtes de la Saint-Jean sans croiser tous ceux qui connaissaient mon histoire et avaient une opinion à ce sujet? Comment assister aux barbecues dominicaux chez mes oncles et tantes, où inévitablement quelqu'un demanderait après Édouard? Comment expliquer mon absence aux commémorations de l'anniversaire de la ville, alors que notre famille y avait toujours été présente depuis que je me souvienne? Après des jours à ruminer la question, j'ai décidé d'affronter les fantômes de face. Ce n'est pas moi qui vais me cacher, ai-je dit à mon reflet dans le miroir, en ajustant le collier de perles que j'avais reçu de ma grand-mère. J'ai assisté au bal de l'association culturelle franco-brésilienne Le Gaucho, en portant la robe rouge que je gardais pour les occasions spéciales, un tissu fluide qui dansait autour de mon corps. Couleur de sang, couleur de vie. Je suis arrivée seule, la tête haute, saluant tout le monde comme si rien ne s'était passé. La salle décorée de drapeaux de la région lyonnaise, l'odeur de barbecue et de parfums mélangés dans l'air, le son de l'accordéon et de la guitare, remplissant l'atmosphère. Tout était familier et étrange à la fois. J'ai senti les regards dès que je suis entrée. Madame Juliette donnant un coup de coude à Madame Elsa, pointant discrètement dans ma direction. Monsieur Oswald, le président de l'association, interrompant momentanément sa conversation pour m'observer traverser la salle. Les jeunes hommes, cousins éloignés d'Édouard, chuchotant entre eux. Les regards, obliques, et les chuchotements étaient attendus. C'est cette professeure dont le fiancé a mis une autre enceinte. On dit que son frère était impliqué aussi. Pauvre elle, toujours si correcte, qui l'eût cru. J'ai gardé ma contenance, j'ai accepté un verre de vin offert par un vieil ami de mon père, et j'ai observé la piste de danse se remplir peu à peu. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le soutien silencieux d'autres femmes. Certaines qui avaient également vécu des trahisons, d'autres qui reconnaissaient simplement le courage nécessaire pour être là. Marthe,
Une cousine au 2e degré que je connaissais à peine s'est approchée et m'a serré la main sans rien dire. Claire, la femme de l'associé de mon père, a insisté pour que je m'asseye à sa table. Jeanne, professeure de danse traditionnelle, m'a invitée à une ronde de polka, cette danse lyonnaise qui m'a toujours intimidée, car elle exige un partenaire. Qui a besoin d'un homme pour danser ? A-t-elle plaisanté en me tirant par la main. Nous avons dansé ensemble, bu ensemble, ri ensemble. Nous avons partagé des histoires de déceptions amoureuses, de nouveaux départs, de forces inattendues. Lorsque le groupe a joué « La complainte du paysan », cette chanson mélancolique sur la résignation et le courage, nous avons chanté en chœur, les larmes aux yeux et le sourire aux lèvres. Cette nuit a marqué le début de mon retour au monde, de ma résurrection sociale. L'hiver a apporté un tournant inattendu. Mon frère a révélé qu'il avait caché la vérité parce qu'il croyait que mon ex-fiancé prévoyait de rompre avec moi de toute façon. Il a avoué qu'il était amoureux. De la même collègue depuis des années, depuis qu'ils travaillaient ensemble, mais qu'il n'avait jamais eu le courage de se déclarer. Son silence était motivé par un mélange de loyauté envers son ami et de jalousie refoulée. La confession est arrivée lors d'une discussion particulièrement houleuse sur les soins à prodiguer à notre mère. Tu as toujours été la fille, parfaite, celle qui ne s'est jamais trompée, celle qui a toujours su quoi faire, a crié Philippe, me reprochant des années de ressentiment. J'ai pensé que pour une fois, tu sentirais ce que c'est d'être laissé pour compte. Sa voix s'est brisée sur la dernière phrase, et j'ai réalisé que derrière la colère se cachait de la douleur. Une douleur ancienne, qui datait bien d'avant la trahison d'Édouard. C'est pour ça que tu n'as jamais aimé aucun de mes petits. Amis ? Ai-je demandé, les pièces s'emboîtant dans un puzzle dont je n'avais jamais su l'existence. Philippe n'a pas répondu, mais son silence a été révélateur. Ce n'était pas de la jalousie fraternelle qui le motivait, mais une peur profonde d'être toujours le deuxième choix, pour nos parents, pour les amis, pour les femmes qu'il a aimées. Le 6e mois, lors d'un voyage de travail pour présenter un article à une conférence à Bordeaux, je me suis permis une brève romance avec un professeur invité de l'université, Paris-Sorbonne. C'était libérateur de ressentir à nouveau du désir, d'être désiré sans le poids de l'histoire partagée. Martin ne savait rien d'Édouard, de Philippe, de la toile complexe de trahison qui m'avait défini ces derniers mois. Pour lui, j'étais juste une femme intéressante à une conférence de littérature latino-américaine. Et pendant 3 jours, c'est exactement ce que j'ai été. De retour à Lyon, les choses commençaient à trouver un nouvel équilibre. Ma mère répondait bien au traitement. Philippe et moi avons établi une trêve fragile mais fonctionnelle, et je me suis plongée dans le travail avec un enthousiasme renouvelé. J'ai commencé à écrire un livre, basé sur mon expérience, transformant la douleur en mots, la confusion en récit. Lors des traditionnelles festivités de septembre, lorsque les familles lyonnaises se réunissent pour célébrer la culture régionale, la tension a atteint son apogée. Au bal populaire organisé par l'association locale, tous les protagonistes étaient présents. Édouard et Amandine, déjà en fin de grossesse. Philippe, mal à l'aise mais déterminé à participer. Moi, essayant de me prouver que je pouvais affronter n'importe quelle situation. La communauté, qui valorise l'honneur et la parole donnée, observait notre situation avec un intérêt mal dissimulé. C'est là, entre danse traditionnelle et barbecue, que j'ai décidé que je devais réécrire mon histoire. Non pas en victime d'une trahison, non pas en sœur trahie, mais en protagoniste de ma propre vie. Lorsqu'Édouard s'est approché pour me demander une danse, comme l'exigeait la tradition, j'ai accepté. Les murmures autour étaient presque assourdissants. « Merci », a-t-il dit alors que nous nous déplacions au son de l'accordéon. « Je ne l'ai pas fait pour toi », ai-je répondu avec sincérité. « Je l'ai fait pour moi. » Ses yeux ont montré de la compréhension, peut-être pour la première fois depuis que nous nous connaissons. La danse s'est terminée, nous nous sommes séparés, et j'ai senti un poids quitter mes épaules. J'ai réalisé alors que le pardon n'était pas un cadeau que je lui faisais, mais un cadeau que je me faisais à moi-même. Le 8e mois, j'ai reçu la nouvelle que j'avais été acceptée pour un programme de post-doctorat à Lisbonne. C'était l'occasion idéale de recommencer, de me redécouvrir loin des regards familiers et de l'histoire qui me suivait comme une ombre à Lyon. En l'annonçant à mes parents un dimanche autour d'un café sur la terrasse, la réaction a été mitigée. Maman a pleuré, papa a acquiescé avec une fierté contenue, Philippe est resté dans un silence calculé.
Mais, et maman? Qui va s'occuper d'elle pendant ton absence? A demandé mon frère plus tard, lorsque nous étions seuls. La question portait une accusation voilée. Toi, par exemple, ai-je répondu sans me démonter. Ce serait une excellente occasion de prouver que tu te soucies de quelqu'un d'autre que toi-même. Les mots étaient durs, mais nécessaires. Pendant trop longtemps, j'avais accepté le rôle de principale soignante, de responsable émotionnelle de toute la famille. Le 9e mois, lorsque le bébé est né, j'ai reçu une invitation inattendue à le rencontrer. Hésitante, j'ai accepté. À l'hôpital, j'ai découvert que mon ex-fiancé avait donné à son fils le 2e prénom de mon père, comme un hommage à la famille qui l'avait blessé. Arthur Charles, m'a-t-il présenté en tenant le petit paquet. Charles, comme mon père. Le geste, bien que déroutant, a ouvert la voie à un pardon que je ne savais pas possible. Amandine était alitée, pâle mais souriante. Je me suis approchée, avec prudence, incertaine du protocole dans une telle situation. « Merci d'être venue », a-t-elle dit, me surprenant. « Je sais que ce n'est pas facile. Nous avons brièvement parlé de l'accouchement difficile, des projets pour le bébé, de l'avenir incertain. À aucun moment nous n'avons parlé d'Édouard ou du passé. C'était comme si nous avions conclu un accord tacite pour nous concentrer uniquement sur le présent, sur ce petit être innocent de tout. En sortant de la chambre, j'ai trouvé Philippe dans le couloir. Son visage affichait un mélange d'émotions que je n'ai pas réussi à déchiffrer. « Tu es venu ?» a-t-il constaté, comme s'il n'y croyait pas. « Oui », ai-je simplement répondu. Nous avons marché ensemble jusqu'à la cafétéria de l'hôpital, dans un silence chargé de questions non posées. J'allais me déclarer à elle, a-t-il finalement confessé en fixant son café qui refroidissait. Avant lui. Je l'ai toujours aimé, depuis la faculté. La révélation, bien que tardive, expliquait beaucoup de choses. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» ai-je demandé. Philippe a haussé les épaules. Peur. La même peur qui m'a toujours empêché de faire quoi que ce soit d'important dans ma vie. Les derniers mois de l'année, j'ai recommencé à fréquenter les pauses café au parc de la Tête d'Or, une tradition que j'avais abandonnée après la séparation. C'est là que j'ai retrouvé Martin, le professeur argentin de la conférence. Il avait obtenu un poste temporaire à l'Université Lumière Lyon 2 et était à Lyon pour un semestre. La connexion a été immédiate, mais ma méfiance a créé des barrières initiales qui n'ont commencé à céder que lorsqu'il a fait preuve de patience et d'une transparence absolue. J'ai peur de faire confiance à nouveau, ai-je confessé un après-midi alors que nous marchions le long des rives du Rhône. Et moi, j'ai peur du vide, mais je monte quand même dans des avions, a-t-il répondu avec cet accent portaigne qui me faisait sourire. Il ne s'agit pas de ne pas avoir peur, mais de ne pas la laisser t'empêcher de vivre. La fin de l'année approchait, apportant avec elle les traditions de Noël qui avaient toujours été importantes dans ma famille. À ma grande surprise, j'ai reçu une invitation à être la marraine de baptême d'Arthur Charles. La cérémonie aurait lieu dans la même église où mes parents s'étaient mariés, où Philippe et moi avions été baptisés. La circularité de la vie est parfois déconcertante. Le cycle s'est achevé lorsque, lors de la cérémonie de baptême, où j'ai été invitée comme marraine du fils de mon ex-fiancé, une demande qui a surpris tout le monde, j'ai découvert des documents prouvant que mon frère avait activement encouragé leur liaison, apparemment pour détruire ma relation. En fouillant dans le sac d'Amandine pour prendre un mouchoir, j'ai trouvé une enveloppe contenant des emails imprimés, des messages de Philippe à Édouard, datant de plusieurs mois avant ma découverte. « Elle ne te donnera jamais ce dont tu as besoin », disait l'un. « Amandine est beaucoup plus compatible avec toi, j'ai toujours pensé ça », affirmait un autre. La manipulation était évidente, calculée, froide. Cette révélation finale a réorganisé toutes les pièces du puzzle. Ce n'était pas seulement de la jalousie ou une loyauté mal placée, c'était du sabotage délibéré. J'ai confronté Philippe après la cérémonie, en lui montrant les emails avec les mains tremblantes de colère. Je m'attendais à un déni, à des justifications, à d'autres mensonges. Au lieu de cela, j'ai trouvé de la résignation. J'ai pensé que ce serait mieux pour tout le monde, a-t-il dit, la voix faible. Mieux pour toi, tu veux dire, ai-je corrigé. Non, a-t-il insisté, en me regardant enfin. Mieux pour toi aussi. Il allait te tromper de toute façon. J'ai juste accéléré le processus. Et il n'a jamais été assez bien pour toi. La certitude dans sa voix m'a désarmée momentanément. Ce n'était pas à toi de décider, ai-je répondu, la colère laissant place à une profonde tristesse pour la relation que nous n'avons jamais eue, pour le frère qu'il n'a jamais réussi à être. L'année s'est terminée par un réveillon,
de Noël chez ma mère, déjà rétablie, où tous les protagonistes étaient présents. Entre plats typiques et chants traditionnels, j'ai réalisé que le cycle de rancœur s'était transformé en quelque chose de différent. Pas de l'amitié, certes, mais une acceptation mature du fait que les relations familiales sont trop complexes pour être réduites à des méchants et des victimes. Assis à table, j'ai regardé chaque visage. Ma mère, survivante d'une bataille, bien plus grande que n'importe quel drame familial. Mon père, silencieux mais toujours présent. Philippe, portant ses propres démons et insécurités. Édouard et Amandine, essayant de construire une famille sur des fondations fragiles. Le petit Arthur Charles, innocent de tout. Et Martin, représentant des possibilités que je n'osais même pas encore nommer. Lorsque l'horloge a sonné minuit et que les feux d'artifice ont illuminé le ciel de Lyon, j'ai levé mon verre. À la famille, ai-je proposé, sous toutes ses formes imparfaites. Les regards échangés autour de la table contenaient trop d'histoires pour être racontées en une seule nuit. Mais il y avait du temps. Finalement, il y avait du temps. Le lendemain, je me suis assise pour finaliser les préparatifs pour Lisbonne. La bureaucratie internationale exigeait une attention particulière aux détails. Visa étudiant, assurance maladie internationale, documents universitaires traduits et apostillés, justificatifs financiers. L'organisation a toujours été mon mécanisme de défense contre le chaos. Et maintenant, ce n'était pas différent. Chaque formulaire rempli, chaque document numérisé, chaque email envoyé me rapprochait d'un pas de la nouvelle vie que j'avais choisie pour moi. Le billet d'avion pour février ressemblait autant à une fin qu'à un début. La fin d'une phase de turbulence et de douleur. Le début d'un chemin inconnu mais prometteur. Les livres qui mettraient des mois à être emballés et expédiés. La chatte qui resterait aux soins de ma mère. Les petits détails du déménagement, qui m'auraient autrefois angoissée, semblaient maintenant faire partie d'une aventure plus grande. Sur un coup de tête, j'ai ouvert le tiroir où je gardais de vieilles photographies. J'en ai trouvé une de moi à 6 ans, avec des tresses et des taches de rousseur, à côté de Philippe, sur la plage de Nice. Nos visages d'enfants souriant à l'appareil photo, ignorant encore les peines et les déceptions que l'avenir nous réservait. Je l'ai mise dans une boîte avec d'autres souvenirs que j'ai décidé d'emporter avec moi. Non pas pour vivre dans le passé, mais pour me souvenir d'où je venais. Des fenêtres de mon petit appartement, je pouvais voir le Rhône, refléter le soleil du matin, le fleuve que les Lyonnais insistent à appeler fleuve, mais qui est en réalité un lac, un confluent d'eau qui se rencontrent avant de poursuivre leur voyage. De l'eau qui coule vers la mer, toujours en mouvement, toujours se renouvelant, toujours trouvant de nouveaux chemins lorsque les anciens deviennent impraticables, comme moi. Je me suis assise sur le balcon avec une tasse de café, observant le soleil briller sur les eaux, réfléchissant à la façon dont la tradition peut être à la fois un port sûr et une encre lourde. Le café qui m'a accompagnée, dans les moments de célébration et de réconfort, la boisson amère qui symbolise à la fois l'hospitalité et la résistance du peuple lyonnais, serait avec moi à Lisbonne aussi. Certaines racines n'ont pas besoin d'être coupées pour que de nouvelles branches fleurissent. J'ai appris que le véritable contrôle ne consiste pas à empêcher de mauvaises choses d'arriver, mais à la façon dont nous y répondons. L'illusion que nous pouvons planifier chaque détail de la vie, comme j'ai toujours essayé de le faire, s'est effondrée avec cette enveloppe d'échographie. À sa place, est apparue une compréhension plus profonde et plus mature. La vie est imprévisible, mais notre réponse à ces défis est entre nos mains. Moi, qui ai toujours eu un plan A, B et C pour tout, qui ne sortais jamais de chez moi sans vérifier la météo, qui tenait un tableur détaillé de mes dépenses et de mes économies, j'ai découvert une nouvelle façon de vivre. Je n'ai pas abandonné ma nature organisée, mais j'ai appris à la rendre plus flexible, à laisser de la place à l'inattendu, à faire plus confiance à ma capacité d'adaptation qu'à mes plans méticuleux. Chaque rebondissement a apporté de la douleur, mais aussi de la croissance. La trahison d'Édouard m'a appris la fragilité des relations basées sur des attentes non verbalisées. La manipulation de Philippe m'a montré comment l'amour familial peut être déformé par des insécurités non reconnues. La maladie de ma mère m'a rappelé l'impermanence de tout et l'importance de privilégier ce qui compte vraiment. La naissance d'Arthur Charles m'a donné une leçon sur la façon dont la vie insiste à fleurir, même dans des circonstances improbables. Chaque tradition lyonnaise qui me semblait autrefois un fardeau. Les réunions de famille, où des questions indiscrètes sont posées entre des sourires cordiaux, les festivités communautaires, où le statut social et les apparences sont
Aussi important que la célébration elle-même, les pauses café où tout le monde connaît la vie de tout le monde et commande sans cérémonie, est devenue une partie de mon réseau de soutien et de guérison. Car derrière la façade parfois conservatrice et inflexible de la culture lyonnaise, il y a une force résiliente, une capacité à affronter l'adversité la tête haute, un sens de la communauté qui, même avec ses défauts, offre un filet de sécurité à ceux qui ont besoin de se reconstruire. Lors des commémorations du dernier 14 juillet, fête nationale française, j'ai participé aux activités avec un regard renouvelé. J'ai observé les femmes de tous âges avec leurs robes traditionnelles, les hommes avec leurs pantalons amples et leurs foulards rouges, les enfants apprenant les danses typiques. J'ai vu de la beauté là où je ne voyais auparavant que de la convention. J'ai vu de la force là où je ne voyais auparavant que du conformisme. La même culture qui m'a parfois étouffée avec ses attentes m'a aussi offert des outils pour surmonter l'adversité, la détermination du Lyonnais, le courage d'affronter l'inconnu, la capacité de recommencer après avoir tout perdu, comme nos ancêtres l'ont fait tant de fois. Ceci est une histoire de trahison, oui, mais surtout de reconstruction, sur la façon dont, parfois, nous devons perdre tout ce que nous pensions important pour découvrir ce qu'il est vraiment, sur la façon dont les personnes en qui nous avons le plus confiance peuvent nous blesser profondément, mais aussi sur la façon dont des étrangers peuvent devenir des alliés inattendus, sur la façon dont le temps, ce remède si sous-estimé, guérit vraiment les blessures qui semblent incurables dans les premiers moments de douleur. Alors que je faisais mes valises pour une nouvelle vie, j'ai réalisé que j'emportais avec moi non seulement des vêtements et des livres, mais aussi des leçons durement apprises. Sur la confiance, qui doit être construite et non présumée, qui peut être brisée et reconstruite, mais ne sera jamais la même, parfois plus forte dans sa version rapiécée, avec des cicatrices visibles mais solides. Sur la famille, qui n'est pas toujours un refuge, qui peut être source de trahison et de manipulation, mais qui peut aussi être réinventée et reconstruite sur des bases plus honnêtes. Sur l'amour, qui arrive parfois déguisé en perte, qui peut fleurir dans les décombres de relations détruites, qui existent sous de nombreuses formes au-delà du romantique, l'amour-propre que j'ai développé, l'amour maternel de ma mère, même dans ses moments les plus fragiles, l'amour imparfait mais présent de mon père, l'amour compliqué et déformé de mon frère, l'amour naissant pour un enfant qui n'est coupable des erreurs des adultes. J'ai appris le pardon, pas le genre de pardon qui annule les conséquences ou restaure les relations à ce qu'elles étaient auparavant, mais celui qui libère celui qui pardonne du poids du ressentiment. J'ai pardonné à Édouard, non pas pour l'absoudre ou pour reprendre notre relation, mais pour me libérer du pouvoir que sa trahison avait sur moi. J'ai commencé le long processus de pardonner à Philippe, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que la haine envers mon propre frère était un fardeau trop lourd à porter pour le reste de ma vie. Plus important encore, j'ai appris à me pardonner pour ne pas avoir vu les signes, pour avoir fait confiance aveuglément, pour avoir tardé à réagir. J'ai appris les cycles, comment ils commencent, comment ils se perpétuent, comment ils peuvent être brisés, le cycle de méfiance que mon frère a alimenté depuis l'enfance, le cycle de mensonges qu'Édouard a construit autour de lui, le cycle d'abnégation que j'ai moi-même cultivé, en plaçant toujours les besoins des autres avant les miens. Briser les cycles est effrayant et douloureux, mais nécessaire à la croissance. Et enfin, j'ai appris les nouveaux départs, que nous ne recommençons jamais vraiment à zéro, car nous portons avec nous tout ce que nous avons vécu, que chaque nouveau chapitre est influencé par les précédents, mais n'en est pas déterminé, que nous avons le pouvoir d'écrire notre propre histoire, même lorsque d'autres essaient de nous prendre la plume des mains. L'échographie que j'ai trouvée ce samedi après-midi pluvieux n'a pas été seulement la fin d'une relation. Ce fut le début d'un voyage de découverte de soi qui m'a emmené dans des endroits que je n'aurais jamais imaginé visiter. Des endroits à l'intérieur de moi où la douleur s'est transformée en force, où la trahison a ouvert la voie à l'authenticité, où l'abandon a créé l'opportunité de la connaissance de soi. Des mois plus tard, en relisant mes journaux intimes de cette période sombre, j'ai réalisé à quel point mon écriture avait changé. Les premières entrées étaient chaotiques, tachées de larmes, remplies de questions sans réponse, de colère, d'apitoiement sur soi. Progressivement, les mots sont devenus plus fermes, plus réfléchis, plus compatissants, non seulement envers moi-même, mais envers tous ceux impliqués dans cette intrigue complexe.
La professeure de littérature qui avait toujours analysé les récits des autres a finalement appris à écrire sa propre histoire, avec toutes les complexités et les contradictions qu'un bon personnage mérite. Dans le miroir, j'ai vu une femme différente de cette professeure d'université méticuleuse qui organisait des dîners tas spéciaux. Plus forte, plus sage, plus libre. Une femme avec de nouvelles rides autour des yeux, certaines à force de pleurer, d'autres à force de rire après avoir cru ne plus jamais rire. Une femme qui n'avait plus peur de la perte de contrôle, car elle avait appris que c'est justement dans les moments de chaos que nous découvrons notre vraie nature. Et alors que l'avion décollait vers Lisbonne, laissant derrière lui le sol, lyonnais avec ses traditions, son café et ses histoires, j'ai su que j'emportais avec moi le plus important, la capacité de recommencer, autant de fois que nécessaire, de me réinventer sans perdre mon essence, de construire des ponts là où il n'y avait auparavant que des abîmes, de transformer les fins en de nouveaux commencements.